Le théâtre, ça m'a apporté beaucoup de confiance et ça m'a aidé à être plus naturel dans le discours. Quand j'étais petit, je regardais les dessins animés de Walt Disney en boucle et j'en apprenais pas mal de dialogues en plus des chansons, et à force de visualiser l'image avec les dialogues et le ton, je mémorisais tout ça. Et donc je travaillais à reproduire les dialogues tels que je les entendais. Et j'avais l'image dans la tête. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Objectif Autistan, qui raconte l'histoire de 3 personnes autistes à 3 âges différents qui vont être amenées à se rencontrer, se conseiller directement ou indirectement. Je l'avais déjà écrite, je l'avais déjà travaillée pendant 6 ans, en observant des petits trucs dehors, en ayant des échanges dans des groupes de soutien ou des cafés-rencontres dans l'autisme. Un enfant peut être très isolé, un adulte qui a appris à socialiser et qui a développé ses compétences pour avoir un métier va être beaucoup dans les questions existentielles, dans l'impression de ne pas toujours s'exprimer comme il le voudrait, voilà. J'oubliais l'adolescence, on veut jouer avec les autres, mais quand on ne respecte pas les règles, on peut être très irritable. Voilà, différents comportements parce qu'on évolue. Regarder dans les yeux, c'était pas spontané en quelque sorte. C'est ça qui alerte les parents la plupart du temps. Il fallait déjà que l'on engage des démarches pour obtenir un diagnostic, histoire que l'on mette un mot dessus. Et donc ça m'a permis de comprendre comment je fonctionnais. J'en ai eu un premier vers 5 ans, mais qui était un peu culpabilisant vis-à-vis de mes parents. Et puis un contre-diagnostic a eu lieu 1 an plus tard à l'hôpital Robert Debré à Paris. Ça a permis déjà de trouver une école qui m'accepte et qui m'aide à grandir, où je pouvais être pris en charge dans une classe ULIS, comme on dit aujourd'hui, unité localisée pour l'inclusion scolaire, une espèce de classe spécialisée à effectifs réduits qui servirait de tremplin entre les cours dans une classe ordinaire. C'est ce dont j'ai bénéficié en primaire et au collège, et où je pouvais avoir une prise en charge pluridisciplinaire, donc orthophonie, psychomotricité, au sein de la classe ULIS, des cours de sport adaptés et des ateliers théâtre. Cela m'a aidé à réguler mes émotions face au stress. Dans le public, on n'était pas formé à l'autisme et je pouvais vite me montrer agité. Il n'y en avait que 2 à l'époque et elles étaient à Paris, donc fin des années 90, début des années 2000. Aujourd'hui, ces dispositifs se multiplient en France. Filtrer le bruit et les lumières plus ou moins vives, ça aussi c'est très connu dans l'autisme, ce qui cause beaucoup de perturbations. Et puis les interactions sociales. Entre 2 cours, on arrive à développer des amitiés avec les autres, à nouer des liens. Quand on est autiste, c'est toujours un peu plus compliqué. À ma petite enfance, j'avais du mal à regarder dans les yeux et à réagir quand on disait mon prénom. En revanche, je pouvais être très ému en entendant des chansons, de la musique. Après, en grandissant, je pouvais être assez perturbé, irritable si j'entendais trop de bruit, si ça bougeait trop autour de moi, je pouvais vite devenir violent. Il a fallu que j'apprenne à canaliser mes émotions. J'ai appris à le faire, notamment grâce au chant, au théâtre, où j'ai pu m'exprimer et même apprendre à regarder un public. J'ai développé un certain intérêt pour ce que j'aimais apprendre par-dessus tout, les langues, mais aussi la philosophie, la littérature. J'ai commencé le piano à 13 ans, j'avais des cours à domicile. Et ce qui me passionnait le plus avec le piano, c'était de m'accompagner sur des chansons. Cela m'a appris à partager des choses avec d'autres gens. C'est un moyen d'expression au même titre que le théâtre et pour d'autres gens que je connais, la peinture et le dessin. La pierre que je veux apporter, c'est savoir se connaître soi-même,
estimer sa fatigabilité dans tout ce que l'on peut faire quotidiennement, même quand on a des temps d'échange avec les collègues pendant la pause déjeuner ou avec des amis dans un bar. Parce que c'est aussi de l'énergie de chercher ses mots pour répondre à des questions et comme pour structurer un discours devant une cinquantaine de personnes. Enfin, il y en a qui disent que, étant autiste, parler devant un public est plus facile que d'aller acheter le pain. Parce qu'il y a beaucoup d'informations à traiter, le regard en plus des mots. Déjà petit, je ne regardais pas dans les yeux et pourtant j'écoutais. Mais ça ne se comprend pas d'entrée de jeu que l'on peut écouter sans regarder dans les yeux. Dans la classe Ulysse où j'étais au collège, il y avait des stages d'initiation professionnelle, mais c'était pour des tâches basiques. Et mon père, il voyait mieux que ça pour moi plus tard. Il voyait que je développais de nouvelles passions avec le temps. Et il a failli avoir un conflit avec l'équipe qui me suivait. Et je l'ai pris personnellement. Je me suis dit, il faut que je montre de quoi je suis capable. C'était une révélation. J'ai fini par sentir que l'on avait une image quelque peu réductrice. Je parlais de réfléchir à mon avenir, de tout faire pour sortir du dispositif Ulysse, en aidant mes camarades à apprendre leurs textes au théâtre, par exemple, en me démarquant presque comme un leader. C'était une manière de dire regardez, je peux le faire, j'ai besoin d'être ailleurs qu'ici. Mon père avait l'impression que l'avenir des jeunes autistes pouvait être tout tracé et qu'on était condamnés. C'est le sentiment que j'ai eu. Pourquoi demander à ce que l'on soit toujours assis à un bureau à faire du tri dans le courrier alors que l'on peut développer des passions tout autres? Dans mon cas, une passion pour les langues. Il arrive toujours un moment où l'on réfléchit à ce qu'on veut faire plus tard. Pourquoi ne deviendrais-je pas traducteur ou guide touristique? Ma thèse, ça m'a apporté effectivement un sentiment d'être utile. Ça m'a aidé à montrer que je pouvais bien faire, que j'étais capable de travailler. Pour un défi, c'était un véritable défi. Je l'ai fait à côté d'un emploi à plein temps. Ça a été un défi, mais aussi je l'ai voulu. Je voulais m'organiser par moi-même. J'avais envie aussi de voir du monde grâce à la recherche, de partager avec d'autres jeunes chercheurs et même avec des professeurs aussi, puisque j'étais amené à en rencontrer pour participer à des colloques. Ça a été même une bouffée d'air, quoi. Je me sentais dans mon élément. Même s'il fallait que je m'isole par moments pour me documenter à la bibliothèque. On est solitaire en soi dans un tel travail, mais on n'est pas pour autant coupé du monde. Et je voulais montrer justement que la thèse, ça pouvait être plus une aide à la socialisation que la licence et le master, parce que on peut encadrer jusqu'à 5 doctorants. Et donc à 5, on est plus amené à se serrer les coudes qu'à 30 pendant les années d'études précédentes. On ne peut pas connaître tout le monde. Et en thèse, on est beaucoup plus sérieux car hyper passionné par un sujet qui nous unit. En l'occurrence, la linguistique. On met du temps à trouver les bonnes personnes qui vont mettre un nom sur notre différence. Tous les médecins ne connaissent pas forcément aussi bien l'autisme que d'autres. Il y a des écoles qui vont être réceptives et sans doute aussi des employeurs. Et si ça ne marche pas chez les uns, ça finira bien par marcher chez les autres. Et, ne pas perdre espoir et surtout ne pas juger. L'autisme, c'est très vaste. Il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes. Il y en a qui ont une déficience intellectuelle associée, d'autres pas. Il y en a qui peuvent être trop hypersensibles pour faire des courses dans un supermarché, mais qui vont parler à tout le monde sans se poser de questions. Et d'autres qui vont être très timides, mais qui sauront travailler dans un open space. Comme moi. Comme moi, je travaille dans un bureau en tant que traducteur, en entreprise. Voilà, il y a une multitude de profils, il y a une multitude de parcours. Ne jamais généraliser. En plus de vouloir que l'on ne généralise pas sur nous. J'ai fait le choix du coup de m'écarter de
de m'écarter du militantisme pour donner une vision plus positive et plus encourageante. De montrer une lueur d'espoir dans les relations qu'on peut avoir où que l'on soit. Le soleil et la lune, un astre volage qui part et revient, qui s'en va n'importe où. Ben oui, il est un peu partout, et vous verrez qu'il n'est pas forcément nécessaire d'aller loin pour trouver son bonheur.